Bonjour et bienvenue dans les 4V, Olivier Bonjour. Véran. Depuis hier, le prix de l'essence est reparti nettement à la hausse puisque la ristourne à la pompe accordée par le gouvernement est passée de 30 à 10 centimes par litre. Le gouvernement le répète, un nouveau dispositif plus ciblé sera mis en place dès le début de l'année prochaine. À quoi il va ressembler, est-ce que vous le savez? D'abord, la ristourne n'a pas disparu. Non, c'est Elle ce est que j'ai passée, dit. voilà, Ouais, elle est c'est ce passée que de j'ai dit. 30 à 10 centimes par litre d'essence et jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on a jusqu'à la fin de l'année pour présenter un dispositif, alors il sera présenté plus tôt que cela, qui permettra à ce qu'on appelle les gros rouleurs, c'est-à-dire les Français qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler, Ouais. qui profitera aux Français dont les revenus ne leur permettent pas de faire C'est qui face à une hausse. C'est En fait, qui c'est 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 quel à niveau, à peu définir. près C'est actuellement le dispositif complet. Je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Il est en train d'être calibré. Mais ce sera- Ce qu'on veut, c'est un l'idée, quoi dispositif C'est simple. c'est Vous faites un une demande chèque, sur Internet. C'est un crédit d'impôt, c'est à la pompe avec un justificatif, c'est tranché ça ou pas encore Ce sera un dispositif simple, vous ferez une demande sur Internet, vous serez identifié comme tel et vous aurez, d'une manière qui sera annoncée bientôt, l'équivalent d'une ristourne. Donc un dispositif gros Mais rouleur, gros je continue bosseur. de dire qu'on reste, même si c'était 10 centimes par litre, on Ouais. est le seul pays européen aujourd'hui à continuer de baisser le prix du carburant à la pompe pour les consommateurs. Ce dispositif, est-ce qu'il sera en place dès le 1er janvier 2023 ? Il sera en place vraisemblablement dès le début de l'année, oui. Dès le 1er janvier. Je vous dis toutes les Puisque précisions les- techniques. Je sais que vous voulez savoir, mais On aimerait bien il nous savoir reste, parce que mais il nous parce reste que un mois et la pompe, demi. c'est Un mois et compliqué. demi à l'échelle Ouais. de Bercy, vous savez, à l'échelle du fonctionnement d'une loi qui vient d'être adoptée par les parlementaires. On Ça parle d'une laisse un petit peu enveloppe de temps. d'environ 1,5 milliard, ça c'est à peu près dans les clous ou pas ? Ou c'est pareil, c'est trop tôt ? C'est trop tôt pour vous donner Bon. le montant précis, mais ce sera dans cet ordre-là. J'aurais rien là-dessus, j'ai bien compris. On a appris cette semaine, Vous avez le principe. au moment où... Ce sera simple et ça bénéficiera à ceux qui en ont besoin. Et donc combien de personnes à peu près ? 10 millions, 11 millions ? C'est moi qui relance la Non, mais machine. c'est ce c'est qu'on... ça Ah ouais, c'est vous qui m'avez relancé, mais... Vous aurez la suite. Bon. Au moment où on cherche de l'argent, et le gouvernement cherche de l'argent un peu partout, on a appris cette semaine que les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont atteint un montant record de 57,5 milliards l'an dernier. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut aller chercher un peu de sous quand même ? Ce que nous allons faire surtout, c'est booster ce qu'on appelle les dividendes salariés. C'est-à-dire on dit, si une entreprise a dégagé du bénéfice parce qu'elle fonctionne bien, tant mieux. Si elle verse des dividendes aux actionnaires, il faut qu'elle en verse aux salariés. C'est un engagement de campagne. Elle devra en verser une partie... Exactement. Il Ouais. faut que les salariés puissent sera devenir quelque obligatoire. part un peu propriétaires de leur outil de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, d'autres ne le font pas, et on fera par la loi passer une disposition qui contraindra les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés. dans Donc le c'est même plus de temps pouvoir d'achat, et de manière obligatoire. et de manière À obligatoire. partir de quand ? C'est dans le projet présidentiel, donc il faut qu'on puisse adopter cette loi, ça viendra en cours de quinquennat. Ça, c'est un peu flou, pardon, en cours de quinquennat. Non, c'est Quand non, on c'est en cours de connaît quinquennat, l'urgence ça de veut la dire que, situation, c'est un vous peu savez, flou. là pour l'instant on fait face à l'inflation, à la montée des prix, on met en place des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Ouais. On fait aussi face à la montée des taux, aux difficultés Ouais, bien sûr. de la dette et du déficit, et on protège l'économie de Les la France. Français aussi, c'est On le protège- quotidien, c'est ça, hein, se chauffer ou manger. Elle a une Denis ce matin. On ne veut pas que les Français doivent choisir entre se chauffer et manger. La France est le C'est la seul réalité pays. aujourd'hui. La France est aussi le seul pays européen à mettre en place un dispositif qui a jusqu'ici gelé le prix de l'électricité et quasiment gelé le prix du gaz. Et vous savez qu'on a un bouclier tarifaire 15%. qui va faire une économie, ce sera un équivalent d'économie à partir de janvier, jusqu'à 400 € par mois et par Français. Avec une facture qui va augmenter quand même. Je ne conteste pas, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la vérité, c'est que pour les Français, la note s'allonge et s'alourdit tous les jours. Aucun pays au monde ne comble totalement d'accord, le gap de on est l'inflation. d'accord. Par contre, la France est l'un des seuls pays à faire en sorte que les Français n'aient pas à faire des choix qui leur soient trop coûteux. Même si, je le sais, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui, déjà aujourd'hui, sont obligés de choisir ou de réduire la voilure sur des activités de loisirs parce que l'inflation leur coûte. Donc on est à leur côté, on le sera dans la Parce que durée. la taxe sur les super profits, ça pourrait être maintenant. Le dividende salarié, vous dites, ça sera dans le cours du quinquennat, c'est flou. La taxe sur les super profits, ça pourrait être maintenant. Aller chercher sur les dividendes Thomas exceptionnels, Soto, ça pourrait être maintenant. pardon, rien que sur l'énergie, on en est à 40 milliards d'argent public pour accompagner les Français. Donc même si vous mettiez une taxe à 10% sur des profits que vous pourriez appeler surprofits de l'ordre de 8 000, ça ne fait pas la maille. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un dispositif qui est plus simple et plus juste. On a une contribution à l'échelle européenne sur toutes les entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices sur l'énergie, et je peux vous garantir qu'on récupère beaucoup plus que s'il y avait une taxe sur les super profits. Et on dit ensuite aux autres entreprises, toutes celles qui ont dégagé de l'argent dans la période, vous la donnez aussi aux salariés. La société française, on la sent fatiguée, dans un état de fébrilité rarement vu. Il n'arrive plus à boucler les fins de mois pour beaucoup. Il voit bien qu'à l'hôpital, on n'est plus sûr d'être bien soigné. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, aujourd'hui, Olivier Véran ? Moi, je ne suis pas d'un naturel inquiet. Par contre, je constate qu'il y a des successions de crises. Il y a des crises de long, de moyen et de court terme. Et que les Français y font face avec beaucoup de courage. Et qu'à chaque fois, le gouvernement est évidemment à leur côté. On est face à la crise de la guerre aux portes de l'Europe, avec l'Ukraine, Ouais. la crise de l'inflation, qui, on le sait, ne va pas s'arrêter en une semaine, La même crise de si l'hôpital. elle est maîtrisée. Il y a la crise des déserts médicaux, mais ça, on paye
un arriéré de quasiment 50 ans parce qu'on manquait de médecins et on en forme davantage. Donc ça viendra. Je veux dire, les solutions, on les connaît, elles sont déjà mises en place, elles seront bientôt opérationnelles. Et puis, vous avez la crise énergétique. Donc tout cela donne parfois le sentiment... Il y a la crise de l'hôpital aussi avec l'épidémie de bronchiolite. Dans Paris Match ce matin, des pédiatres s'insurgent que le ministre de la Santé, François Braun, ait demandé qu'on ne parle pas de tri, qu'on n'utilise pas le mot de tri des enfants dans les hôpitaux face à l'épidémie de bronchiolite, alors qu'il raconte, ces médecins, que c'est leur quotidien. J'en cite un: serrer les fesses, prier, espérer, voilà notre quotidien. On en est là, Olivier Véran? On en est au fait que les soignants sont costauds et qu'ils font un boulot remarquable dans des conditions difficiles. Mais ils le font. Ils le font pas dans les conditions habituelles d'un jour normal, parce qu'on est au pic quasiment, enfin on est dans une forte épidémie de bronchiolite qui touche beaucoup de nourrissons dans notre pays. Le tri n'existe pas en médecine. Je suis médecin. On ne fait pas le choix entre 2 patients et encore moins entre 2 enfants. Par contre, on a des procédures de soins qui peuvent être différentes. Et on peut notamment appeler à l'aide d'autres services, voire d'autres hôpitaux quand on n'arrive plus à faire face. Mais tous les enfants sont évidemment soignés dans notre pays. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés? C'est une petite musique qui monte ces jours-ci. Ça ne changerait rien en schmilblick, si je puis me permettre l'expression. J'en étais resté il y a plus de 6 mois à 70 ou 80 médecins plus pharmaciens cumulés qui avaient démissionné en disant que c'était en raison de la vaccination. Certains d'ailleurs ont été réintégrés depuis et d'autres sont partis pour d'autres raisons. Donc ça ne changerait rien à l'offre médicale. Et symboliquement, est-ce qu'il faut les réintégrer aujourd'hui dans un hôpital qui est exsangue? Symboliquement plutôt non, parce que si vous posez la question d'abord aux soignants hospitaliers, ils ne sont pas forcément férus de l'idée que leurs collègues qui n'ont pas voulu se faire vacciner reviennent travailler avec eux. Ensuite, vous avez les autorités sanitaires, les autorités scientifiques qui considèrent que c'est trop dangereux encore, avec un virus qui circule beaucoup, d'exposer des malades fragiles à des soignants non vaccinés, d'accord ? Et enfin, les parlementaires ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet hier, puisqu'il y avait une proposition de loi du groupe LFI visant à réintégrer les soignants non vaccinés, et que les parlementaires ont voté non. Donc, pour l'instant, le sujet est réglé. Sur la fin de vie, une nouvelle réunion a eu lieu hier avec les groupes parlementaires. La Convention citoyenne sera lancée dans environ 3 semaines, début décembre. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Quelle est votre conviction, vous qui êtes médecin? C'est pas ma conviction qui va compter. Ma conviction, c'est qu'il faut le courage de la nuance, que c'est un sujet très attendu par les Français, qu'il y a une forme de consensus dans la population qui s'est dégagée, qu'il faut embarquer tout le monde, il faut embarquer évidemment les soignants, parce que sans les soignants, ça ne marche pas, les usagers du système de soins, mais aussi les philosophes, les politiques, ce que nous sommes en train de faire à la demande du président de la République. Gêne Emmanuel Macron, visiblement. Le mot euthanasie n'est pas un joli mot, c'est un mot qui est connoté dans la langue française. Le Conseil consultatif national d'éthique, qui invite les pouvoirs publics à réfléchir à une nouvelle loi, parle d'aide active à mourir. Il y a plusieurs degrés là-dedans, on le sait bien. Il y a la Belgique, et puis il y a des choses où c'est plus feutré. D'ailleurs, je suis allé en Belgique il y a le mois dernier pour rencontrer les équipes des soins palliatifs et qui procèdent à de l'aide active à mourir. Nous irons bientôt en soins palliatifs en France, puis en Suisse, en Espagne, etc. Est-ce que le modèle belge soit appliqué en France? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi, selon vous? Si il était décidé par la Convention citoyenne, en tout cas si la Convention citoyenne proposait de faire évoluer la loi, alors c'est ensuite au gouvernement de proposer une loi et aux parlementaires de la voter. Et il suivra ce que dira la Convention citoyenne? On n'est pas tenu par la Convention citoyenne, on doit être éclairé collectivement par la Convention. Vous savez, quand on parle de fin de vie, d'aide active à mourir, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui fait le geste? Est-ce que c'est une décision collégiale ou individuelle? Est-ce qu'il faut être en état au moment venu de donner son intention soi-même? Est-ce qu'on embarque des troubles de santé mentale? Est-ce que, comme la Belgique, ça peut concerner dans des situations exceptionnelles de grande souffrance des mineurs? Enfin, vous voyez, il y a énormément de questions. Moi, je n'ai pas les réponses. Donc, quand vous me posez la question de ma conviction, j'en ai une. Je la garde parce que je vais être le garant de la neutralité des débats. Elle est intéressante, votre conviction, quand même. Vous êtes ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ancien ministre de la Santé. Et médecin. Et médecin. Donc, vous ne voulez pas nous donner votre conviction? Je suis, si vous voulez, en charge de la phase de concertation, de consultation des uns et des autres. Si je vais les voir en disant, moi, je veux qu'on fasse ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la même chose que si je leur dis, en fait, la parole est à vous. Vous êtes utile. C'est vous qu'on écoute, c'est pas moi. Hier, la Commission des lois a adopté un texte visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que le gouvernement y est favorable? Donc ça, c'est clair et net. Oui. Ça va se faire. Nous souhaitons que ce soit fait. Souhaitez que ça soit fait. Je ne vais pas vous refaire le coup du ministre de la Santé pendant toute l'interview. On va donc passer à autre chose. Une autre proposition de loi issue d'un député de la majorité prévoit d'alourdir les peines et de raccourcir les procédures d'expulsion des squatteurs avec des peines qui iraient jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Là encore, est-ce que le gouvernement va soutenir ce texte? Mais le texte de Guillaume Kasbarian, qui est un député de la majorité, est un texte nécessaire. Aujourd'hui, si vous squattez, enfin si vous louez, vous êtes un petit propriétaire, vous louez votre logement à quelqu'un qui décide de plus vous payer, ça peut prendre 3 ans avant qu'on lui demande de quitter les lieux. 3 ans pendant lesquels vous êtes privé de revenus et parfois vous continuez de rembourser. Et la pire des choses, c'est que si vous êtes excédé et que vous finissez par dire bon, je vais quand même aller récupérer des choses chez moi, et donc que vous risquez une peine, vous risquez avant cette loi, vous risquiez une peine plus importante
devant la justice que celui qui squatte votre logement. C'est pas normal. Donc, il faut rétablir l'ordre républicain, le droit, et protéger aussi les propriétaires lorsqu'ils sont dans leur bon droit. Donc cette proposition de loi aura le soutien du gouvernement? Elle a été adoptée en première lecture par la majorité. Donc elle aura le soutien du gouvernement. Mais elle a été Ah oui, adoptée vous n'êtes pas facile ce matin. Non, Vous mais n'avez pas très envie je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est Ouais. une bonne PPL, c'est une bonne proposition parlementaire de loi, donc on la soutiendra, oui. J'ai une dernière question. Vous avez vu les friges, les petites mascottes Oui. des Jeux Olympiques 2024? On en parlait tout à l'heure avec Arnaud Miguet à Shanghai. Elles sont très très jolies, elles sont très très républicaines et elles sont très très made in China. Oui, alors, il faut savoir un truc. Moi, j'adorerais que, et d'ailleurs on se bat pour ça, en France, on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles pour fabriquer 2 millions de peluches en quelques mois. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais par contre, ce qu'on sait faire, c'est pousser les entreprises françaises qui fabriquent en Chine à relocaliser en France. Ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les États-Unis, à relocaliser en France. Donc, le contrat qui était passé à des entreprises françaises, comme Doudou et compagnie, par exemple, considère aussi que ces entreprises doivent rapatrier une partie de leur production sur le territoire national. Et on veut accélérer. Aussi symbolique que ça. Il ne faut pas qu'elles soient fabriquées en France pendant 2 ans. Encore une fois, j'adorerais. Et il n'y a personne, ni au gouvernement, ni dans les oppositions, qui vous diront le contraire. Le fait est que la capacité productive française de peluches comme celle-ci, par millions d'exemplaires en un temps aussi court, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et on veut qu'elle existe à nouveau. Donc, en donnant un contrat à des entreprises françaises, on les pousse à venir reproduire en France. C'est un problème quand même. Mais je vous l'ai dit, c'est un problème à la base. Bien sûr que c'est un problème à la base. Et c'est pour ça qu'on agit, et on a demandé d'ailleurs d'accélérer la relocalisation de ces entreprises en France pour pouvoir produire ces peluches en France. Bien sûr que c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème lié à un bon de commande, c'est un problème structurel lié au fait que la France a perdu ses usines pendant des années et que la France est redevenue le pays le plus attractif d'Europe depuis plusieurs années consécutives parce que la politique du président de la République, elle fonctionne et que donc on sera demain en capacité de produire ce qu'on ne sait plus produire aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Véran.